السيدات والسادة، أولا نشكركم جميعا على مشاركتكم الفعالة في هذا المؤتمر الوطني الأول لتقنيات التعليم المتجددة والمعلوماتية. شهدنا خلال هذين اليومين تبادلا مثمرا للمعرفة والأفكار حول كيفية تطوير واستخدام التقنيات في مجال التعليم، خاصة استعمال الذكاء الاصطناعي. لقد تعلمنا من بعضنا البعض وقدمنا توجيهات واقتراحات نأمل أن تساهم في تطوير هذا المجال المهم. كما نأمل أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق للابتكار والتحفيز لتحسين جودة التعليم ونقله إلى مستوى أعلى. أخيرا دون إطالة أود أن أشكر جميع المتحدثين والمشاركين والمنظمين على جهودهم الكبيرة في إنجاح هذا المؤتمر. نتطلع إلى لقائكم إن شاء الله مرة أخرى في مناسبات أخرى لتبادل المعرفة والخبرات. شكرا لكم جميعا، وأحيل الكلمة مباشرة إلى رئيس المختبر. تفضل أستاذ حميد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Ça c'est le test. Je n'ai pas dit encore. Voilà. Voilà. Donc, salam al-Jamia. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette conférence, la conférence qui relate sur les travaux de la technologie éducationnelle en informatique, qui s'est déroulée, c'était sa première édition, c'est la première édition, Inch'Allah, il va continuer encore. C'est déroulé en 2 journées, avec diverses présentations. Donc, on a attaqué toutes les phases, vu la phase aussi, l'enseignement en ligne, donc on a profité de cet apprentissage, de cette technologie plutôt. Donc il y avait trois modes de présentation. Il y avait la présentation présentielle, une présentation, présentielle située sur 2 volets. Donc présentation présentielle. La présentation présentielle située en 2 volets, soit par la voie du poster, soit par la communication orale. Puis la troisième présentation, c'était en virtuel pour les gens qui sont loin. Donc déjà, ça fait une partie de cette présentation, ça fait une partie de la technologie éducationnelle. Donc comment présenter les choses à une distance plus ou moins éloignée ou peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir un lien de communication qui nous rassure d'échanger les informations. Donc le taux de participation était bien, et a été présenté déjà par le président dès le début de cette conférence. Les papiers sont bien, ça dépend de... il y a des papiers qui sont assez bien, il y a des papiers qui sont moyens. Mais du manière générale, acceptable. C'est tout à fait normal, dans toute recherche, on ne peut pas tout avoir que du bien, il y a du bien et du mal, et ces deux marchent ensemble pour qu'on puisse arriver à un résultat positif. Donc tout ça, c'est le butin de cette rencontre. Ce n'est pas juste une présentation, c'est de donner des directives, des directives qui peuvent emmener les chercheurs à pouvoir
se diriger et se projeter dans un futur qui peut permettre soit de donner solution aux problèmes existants, soit de proposer de nouvelles problématiques pour faire face aux défis qu'on connaît dans nos vies quotidiennes. Donc, j'ai quelques points qui me préoccupent. J'ai discuté avec les collègues. Pendant que vous présentez les papiers TAC, déjà on pense les perspectives et comment voit-on ce monde, comment ce monde évolue. Et, au début, j'ai parlé d'une chose. La première journée, en prenant les clés, j'ai senti qu'il y a beaucoup de clés dans ma main. Et pour moi, chaque clé est différente de l'autre. Et chaque clé, elle me permet d'ouvrir une porte. Et chaque porte, c'est un accès vers des connaissances. Donc, là, je vois que j'ai beaucoup de clés, j'ai beaucoup de connaissances. Il y a des moments où je peux perdre les clés. Il y a des moments, ça pèse lourd. Il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas dans la vie. Mais ça n'empêche, il y a d'autres choses aussi qui me conviennent. Si on commence à comparer notre vision future dans le Hadra. Donc, la vision interne, c'est comme ça, à peu près, la science. Les choses sont diversifiées, sont spécialisées. Chacun a une voie bien propre, bien spécifique. On veut les unifier sous une seule entité. Unification interne. Pourquoi? Parce que dans la recherche fondamentale, on cherche tout le temps un modèle simple, un modèle unique, d'accord, qui permet de résoudre tous les problèmes. Donc c'est la même idée ici, c'est de remplacer cet ensemble de clés par une seule clé. On peut imaginer le scénario. Oui, je peux faire une seule clé mécanique, mais est-ce qu'une seule clé mécanique, je parle mécanique dans le sens, une clé hard qui est mécanique, une seule clé hard, et qui peut remplacer peut-être 5, 6, 7 clés, 8 maximum, 8, 9, 10. Parce qu'en fonction des usages, tout ça, on ne peut pas aller plus loin. À une imagination très lourde. Quelqu'un me dit déjà, on va voir comment on pose le problème. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes parce que la clé que vous allez mettre au point ne va pas résoudre tous les problèmes. Elle va résoudre elle va ouvrir que 5 portes ou 10 portes des collègues. Et le reste, ils vont rencontrer le même problème. Donc là, déjà, on a posé une problématique, on vient de résoudre le problème partiellement. Mais pas totalement. C'est comme des solution globale ou la solution locale. Même chose. Je vais juste prendre partiellement. On pose un problème, comment peut-on encore aller plus loin? Si on peut aller plus loin, je peux construire une seule clé pour tout le monde. Une clé infinie qui peut ouvrir toutes les portes. Comment? Une clé simple, qui ne demande pas un design mécanique très compliqué, avec une gestion électronique. Une gestion électronique. Je vais gérer ça d'une manière soft. Donc je fais une interface là où je peux la gérer à l'aide d'un algorithme qui génère les codes infinis au monde entier. Donc avec la seule clé, une clé unique que je vais mettre sur la porte TI, au lieu de faire le digital, l'imagination, d'accord? Et le code TI permet d'ouvrir le second. Je viens de résoudre le problème. J'ai centralisé toutes les connaissances qui étaient éparpillées, j'ai centralisé dans un seul endroit. Là, j'ai résolu un problème, mais le problème c'est la centralisation. Parce que dès qu'il y a trop de pouvoir, on perd le pouvoir. Et on peut le perdre par la suite. Parce que si la Terre chute, tout chute. Si Internet, qu'il y a un blackout d'Internet, tout chute. C'est un problème que je propose. J'ai discuté avec cette fois à propos de ce problème qu'on va étudier dans le futur. L'impact de la centralisation des données. Elle fait partie du point le jeu de clés comme j'ai imaginé. C'est la même chose. On a des connaissances éparpillées. Un logiciel qui traite, qui résout les équations différentielles, un logiciel qui fait traitement de texte, un logiciel qui dessine, un logiciel d'architecture. Ça existe, c'est des logiciels spécialisés qui mettent la clé spécialisée pour une porte.
Donc on vient maintenant, je dis que voilà, on va créer un nouveau logiciel, un nouveau système, un système intelligent qui rassemble tout. Donc c'est là, il vient de rassembler l'entité qui m'a la clé, c'est elle qui gère tout. Elle va gérer le futur. Donc il me suffit de l'accès pour pouvoir écrire, pour pouvoir corriger, pour pouvoir reformuler, pour pouvoir résoudre des équations, et ainsi de suite. Le chef là, elle vient de simplifier la vie d'âme, simplifier la tâche. Mais, d'un autre côté, elle vient de nous plonger dans l'impasse. L'impasse, c'est vraiment, là, c'est une impasse là où peut-être les conséquences vont être vraiment trop profondes en nous-mêmes. Donc, suite à la discussion, l'impasse, c'est quoi? Quel est l'impact? L'impact de cette nouvelle technologie, chaque GPT, pas plus, d'accord? Quel est son impact sur notre environnement et sur l'enseignement en question? On a parlé de chaque GPT, mais quel est son impact sur l'enseignement? Là, c'est un big problem. This is a big problem. A great problem, peut-être aussi. Il l'envergure qu'on ne peut pas voir ce qui va se passer. L'impact terme, comme j'ai mentionné, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? L'étudiant a le droit d'écrire avec le Word, a le droit de corriger avec le Word, a le droit de reformuler avec le DeepL, avec le ChatGPT, il y a beaucoup de logiciels dans ce sens. A le droit de dessiner avec l'architecture, avec j'ai oublié le terme, tout ça, et ainsi de suite. Et par la suite, où est-ce qu'elle est notre contribution? La contribution, la contribution, c'était avant, l'étudiant manque d'expérience, l'enseignant a une grande expérience. L'étudiant vient apprendre à travers l'expérience TNA, les jetions et connaissances. Donc les expériences, focalisées sur des logiciels spécialisés. Les logiciels spécialisés, sous identité, GPT, par exemple. D'accord? Ou l'expérience TNA. Mettez dans la machine, le paradoxe de. Le paradoxe des données, alors l'expérience mettez dans la machine, l'expérience, il faut transmettre à l'étudiant. La machine va transmettre l'expérience à l'étudiant, du copier-coller, où l'étudiant vient se mesurer avec moi. Il me ramène les connaissances telles qu'elles sont, sans qu'elles aient peut-être mal comprises, mal interprétées, tout ça, et j'ai même l'INA pour les évaluer. Comment on peut imaginer la situation ça se fait? C'est un point que je propose à nos collègues qui s'intéressent au domaine de l'enseignement, l'équipe de la FIFI ou tout ça, où on va se lancer peut-être dessus. Quel est l'impact de ChatGPT sur l'enseignement? L'impact sur le monde, sur l'enseignement en tant qu'enseignant. Quel est son impact sur l'enseignement à distance? Est-ce que maintenant l'enseignement à distance doit changer sa vision? Ou quel est l'impact sur l'enseignement en présentiel? Est-ce que l'enseignant aussi doit changer sa vision? Donc, elle a de dire un exemple. Voilà, on a un texte à faire, il me ramène le texte parfait. Comment je vais juger ça? Est-ce que je dois continuer le jugement avec la première manière dont on m'a enseigné dans le passé? Comment je vais faire? Donc, on doit penser comment changer notre vision d'enseignement, que ce soit en présentiel, même en ligne, pour pouvoir échapper à ce problème le problème qui va nous tomber dans la médiocrité. Selon ma question posée à l'Université on doit changer le mode d'évaluation. Le mode d'évaluation doit changer. À titre d'exemple, les devoirs à domicile n'ont plus de sens. Le devoir à domicile, j'ai bolé. Rédaction des textes, par exemple, quand on fait les résumés, un exemple le plus symbolique, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a une perspective. Par exemple, l'enseignement, les pays anglo-saxons, aux USA,
les étudiants, ils apprennent à lire les livres. Ils doivent lire les livres, ils font la synthèse تاعو. كي يقولوا انا نروح لو ليفر اللي اكزيست ديجا في نقول له اعطيني السنتيز تاعو. يجيب لا سنتيز باش تقرا. نعطيك لا سنتيز كيف tu vas faire? Tu vas juger la synthèse هذيك qui est synthétisée par une machine ou la machine عطيتها لي كونيسونس تاعي بعد ديجا. Donc, si peut-être l'intervention là, dans le domaine là, on échange un peu pour ouvrir les axes en clôture dans la séance. Il n'y a pas de Stade Brahim, Yassine, Afifi. Pas de les perspectives, est-ce qu'on est d'accord sur les perspectives Brahim, non? Je pense maintenant l'enseignant ne doit pas enseigner, mais il doit plutôt contrôler. Attendez le micro. Donc ce domaine nous intéresse tous parce que nous sommes des enseignants. Je pense avec l'intelligence artificielle et tous les chatbots, le rôle d'enseignant ne sera plus de transmettre les connaissances, mais plutôt de contrôler la qualité de la transmission des connaissances. C'est-à-dire, l'étudiant, il va tout simplement faire l'acquisition des connaissances à partir de ces chatbots, mais on ne sait pas est-ce qu'il a très bien assimilé les connaissances ou bien non. Donc le rôle d'un enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas contrôler l'acquisition des connaissances, mais la compréhension des connaissances. Donc je pense que ça sera le rôle d'un enseignant à l'intelligence artificielle. Donc nous avons la stratégie. La vision doit changer. C'est un débat ouvert. Le séminaire, c'est ça. Surtout dans le e-learning parce que l'étudiant est absent. Donc les outils là où ils sont à sa portée dans un ordinateur. Donc les méthodes d'évaluation, il peut directement transmettre un examen, je ne sais pas, on a des questions directement à ces chatbots et il va tout simplement avoir des réponses. Donc la méthode d'évaluation elle doit aussi changer. Donc ça c'est... Donc c'est le changement des méthodes d'évaluation. Ah oui, méthode d'évaluation et même... Le suivi et l'évaluation. Oui, oui. Le suivi doit changer, l'évaluation doit changer. Donc ça c'est... Et que ce soit présentiel ou en ligne. C'est la même chose. L'apport تاعو شي يولي est-ce qu'il va diminuer ou augmenter? Non, il va augmenter. Transmettre des connaissances, c'est plus facile que la vérification de l'acquisition des connaissances. Donc, pour vérifier que l'étudiant a vraiment assimilé des notions, la définition et tout ça, c'est un peu difficile que de transmettre. Donc, le rôle d'un maintenant, c'est de transmettre, faire des examens. Ensuite, c'est la note qui va évaluer le côté académique. Mais avec les nouvelles technologies, je pense qu'il faut faire des choses autrement. On ira beaucoup plus vers l'oral. L'examen oral. L'examen oral, c'est intéressant. Vous êtes d'accord avec un examen oral maintenant? Pour le futur, on discute, on n'est pas encore fait.